Il est 13 heures à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 19 avril. À la une, l'ouverture ce jeudi des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Mais avant, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre a eu une séance de travail. Et la campagne nationale de sensibilisation au volontariat et au bénévolat lancée du 18 avril au 22 août, la campagne va sillonner plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour inculquer aux Ivoiriens la notion du civisme. Et à l'étranger, Raúl Castro va laisser la tête de l'État cubain à son vice-président Miguel Díaz-Canel après une décennie de pouvoir. Quel bilan les Cubains dressent-ils de ces années de gestion? Vous le verrez dans ce 13 heures. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par les audiences du chef de l'État quand il était au Koweït. Le président Alassane Ouattara a accordé des audiences au Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement. Tous ont félicité le chef de l'État ivoirien pour son leadership. Le point de toutes ces audiences au Koweït avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoué. Le séjour koweïtien du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été rythmé par les visites de toutes les hautes personnalités du royaume. Le président du Parlement koweïtien, Marzouk Ali Al-Ghanin, un parlement monocaméral composé de 65 membres, dont 50 élus au suffrage direct par 5 districts électoraux, désignant chacun 10 parlementaires pour 4 ans et 15 membres désignés par le pouvoir. Les dernières élections ont eu lieu le 26 novembre 2016. Ce Parlement dispose de certains pouvoirs, notamment le contrôle de l'action du gouvernement et des ministres. Le président Alassane Ouattara et son hôte ont évoqué l'actualité sociopolitique et économique et souhaité le renforcement de la coopération entre les parlements des deux États. Le chef de l'État a informé le président du Parlement des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire, les élections législatives et sénatoriales organisées de façon transparente et ouverte. Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères s'est lui félicité du fait que la Côte d'Ivoire préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Le président Alassane Ouattara a salué le soutien du Koweït depuis 1999 dans le financement de 6 grands projets en Côte d'Ivoire d'un montant de 58,4 milliards de francs CFA dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'équipement et de l'éducation. Il a ensuite sollicité l'appui exceptionnel du Fonds koweïtien pour le financement des projets issus du Programme national de développement 2016-2020. Le Premier ministre, son Altesse Cher Jaber Moubarak Al-Hamad Al-Sabah, a été la dernière personnalité de premier plan à être reçue par le président Alassane Ouattara au palais Bayan. Les deux personnalités se sont félicitées de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays depuis 1993 et se sont engagées à renforcer la coopération entre les deux États dans les domaines économiques. Le président et son hôte ont salué la convergence de vues dans le cadre de la résolution des conflits dans le monde, conformément à leurs mandats respectifs au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où ils siègent en qualité de membres non permanents depuis janvier 2018. Avant le chef du gouvernement, l'ancien Premier ministre du Koweït a rendu une visite de courtoisie à son ami et frère, le président Alassane Ouattara. Et après sa visite officielle au Koweït, le président Alassane Ouattara a mis le cap hier sur la France, où il sera reçu demain par le président français Emmanuel Macron. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, est à Washington. Il est arrivé hier à Washington dans le cadre des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui s'ouvrent ce jeudi pour prendre fin le 23 avril à Washington donc. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement depuis Washington. Ce sont des réunions traditionnelles qui sont organisées par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, donc les réunions de printemps et les assemblées annuelles d'octobre. Je viens, comme l'année dernière, participer à ces réunions et ça donne l'opportunité de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les deux institutions, que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale,
pour trouver donc toutes les solutions qui permettent de consolider donc la dynamique économique enclenchée dans le pays depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir. Donc je suis donc très heureux d'être là et de travailler pendant 3-4 jours à essayer de faire avancer donc tous les dossiers qui concernent notre pays. Je participerai donc à un panel sur la question de l'inclusion donc financière et comment les nouvelles technologies peuvent contribuer donc à cela. Et vous savez que notre pays a pris toute une série de réformes importantes dans le domaine des TIC et qui ont conduit aujourd'hui à un boom spectaculaire donc à la matière. Aujourd'hui, on sait que les transferts donc monétaires donc sur la base de mobile money se fait aujourd'hui autour d'environ 17 milliards donc par jour. Donc ce qui est extrêmement important en matière d'inclusion financière et c'est tous ces éléments que nous aurons à partager donc avec donc les différentes personnes qui ont participé à ce panel. Avant donc de passer ce jeudi devant les institutions de Bretton Woods, la délégation ivoirienne a eu une séance de travail. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial. La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Washington. Elle prend part aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Dès son arrivée, séance de travail pour préparer des rencontres stratégiques de haut niveau. 5 jours durant, les travaux porteront sur des dossiers importants, notamment le lancement de la commission mixte Ghana-Côte d'Ivoire et un accent tout particulier sur la transformation des matières premières, à l'exemple du cacao. En marge des activités du Premier ministre, les ministres présents comme Thierry Tano du pétrole, Kabanyale du plan, Sangafoua Coulibaly de l'agriculture auront eux aussi des séances de travail avec des partenaires au développement. Il s'agit pour eux de ramener aux Ivoiriens des projets et financements de qualité. Début avril, la Banque mondiale a octroyé au pays une enveloppe d'une centaine de milliards de francs CFA pour le secteur anacarde. La signature de l'accord avant la mise à disposition des ressources est prévue ici même à Washington. Voilà, le Premier ministre sera devant les institutions de Bretton Woods aujourd'hui, une mission importante qui permettra à la Côte d'Ivoire de consolider ses relations dans sa marche vers l'émergence. Et ici à Abidjan, la Direction générale des impôts dresse le bilan du premier trimestre. La DGI a mobilisé 466,7 milliards de francs CFA de recettes, soit un écart positif de 1,9 milliard de francs CFA. C'est ce qui ressort donc du séminaire bilan de la Direction générale des impôts. Au niveau des PME, le Fonds de solidarité africain offre 80% de garanties aux banques. Le financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et des microfinances en Côte d'Ivoire reste une priorité pour le Fonds de solidarité africain. Le reportage de Francis Boifou. Le Fonds de solidarité africain FSA peut offrir jusqu'à 80% de garanties en termes de prêts bancaires pour le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que les petites et moyennes industries. Vous avez accès au fonds tout simplement en nous transmettant les business plans plus une demande à partir de laquelle nous allons analyser et puis si le projet est éligible, si le projet est viable, nous allons vous délivrer sans frais une lettre de manifestation d'intérêt. Et grâce à cette lettre, vous avez alors un moyen supplémentaire pour aller au contact des banques. La garantie pour les prêts bancaires, c'est un taux de garantie maximum de 80% du montant du prêt et qui peut aller jusqu'à 6,6 milliards pour un seul projet. Au 31 décembre 2017, le cumul des garanties accordées par le Fonds pour les 14 pays membres s'élevait à 409 milliards, dont 103 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, soit 25% des interventions du FSA. Le Fonds de solidarité africaine est une vraie opportunité pour nous, les opérateurs économiques, pour nous, les entrepreneurs ivoiriens, et parce que le FSA vient apporter une réponse à notre problème, apporter les garanties. Nous finançons une opération, pas parce que nous détenons une garantie, mais d'abord parce que le projet il est rentable et bancable. Ça, c'est le préalable. Le métier de banquier n'est pas de conditionner la mise en place d'un engagement par rapport à la garantie. La garantie est un élément accessoire. Cette rencontre permettra de former les chefs d'entreprise sur le montage de projets de prêt, la bonne gouvernance des structures, l'exécution des écritures comptables, ainsi que le mécanisme de financement du Fonds de solidarité africain créé en 1979.
Deuxième titre de ce journal, la campagne nationale de sensibilisation au volontariat et au bénévolat est lancée dans la ville d'Alépé. Du 18 avril au 22 août, cette campagne va sillonner plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique d'inculquer à tous les citoyens la notion du civisme. Franck Quadio pour plus de détails. Sous le soleil de plomb, des ouvriers, pas des professionnels certes, mais avec le cœur à l'ouvrage, ce sont des volontaires, des élèves, des responsables d'associations de jeunesse de la ville d'Alépé en plein revêtement de façade d'un établissement scolaire. Je participe à cette action pour rendre la commune d'Alépé plus propre et plus saine. Le volontariat, action désintéressée et citoyenne symboliquement rétribuée, et le bénévolat, action communautaire sans contrainte de temps. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique veut en faire un outil d'aide au développement et justement, Sidi Touré, l'autorité de tutelle, est à Alépé pour porter l'action. Parade dans la ville et message de sensibilisation. Il s'agit ce jour de lancer à Alépé la campagne de sensibilisation pour le volontariat à l'échelle nationale. Nos objectifs sont multiples. Faire la promotion de l'engagement citoyen auprès des populations, améliorer l'employabilité de notre jeunesse en lui offrant des opportunités d'immersion dans le monde professionnel et enfin faire du volontariat un outil d'aide au développement. Voilà ce que nous espérons atteindre. Et j'ai bon espoir de croire que cela est possible car notre jeunesse reste et est dynamique. Le volontariat et le bénévolat pour aider à rebâtir la Côte d'Ivoire. Ils sont actuellement 307 jeunes volontaires en mission principalement dans le Gbeke et le Tonkpi. La jeunesse d'Alépé veut s'inscrire dans cette dynamique. Ce que je peux dire aux jeunes, et que je leur tiens comme discours déjà, c'est de dire de faire ce qu'ils peuvent faire déjà à leur niveau avant d'attendre ce que l'État fera pour eux. Et cela, nous nous engageons tous à poser nos actes, à œuvrer pour le volontariat et le bénévolat. Nous ferons notre part et nous regarderons l'État en attendant qu'il fasse sa part. Après Alépé, la campagne pour le volontariat posera ses valises à Anyama, Giglo, Bengourou et Toumoudi. Cette campagne couvre la période du 18 avril au 22 août 2018. Et le 12 septembre 2017, le gouvernement ivoirien a créé le comité de suivi-évaluation de la réforme de l'apprentissage. Hier, ce comité a été installé. La réforme de la formation par apprentissage vise à adapter l'enseignement professionnel aux besoins des entreprises, nous dit Francis Boifo. Du développement économique de la Côte d'Ivoire, où les formations traditionnelles ne permettent plus de mettre sur le marché des diplômés dont le secteur privé a réellement besoin. Tous les types d'enseignements qui permettent de régler la question de l'employabilité des diplômés en Côte d'Ivoire restent pour le secteur privé une nécessité. Autrement dit, le patronat salue la réforme de la formation professionnelle par apprentissage dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Cette réforme est suivie par un comité qui vient d'être installé. Ses missions. Évaluer une phase pilote qui est très capitale pour la mise en œuvre de cette réforme d'envergure. Il s'agit donc de créer une gouvernance dans les établissements qui permettent la collaboration entre les deux domaines que sont le secteur public et le secteur privé. Le nouveau dispositif d'enseignement professionnel devrait faciliter l'accès à l'emploi. L'arrimage avec le dispositif de formation permettra donc une meilleure régulation du flux du système éducatif et une plus grande cohérence des actions de formation, de qualification et d'insertion en faveur des jeunes. C'est que le gouvernement veut expérimenter l'apprentissage rénové qui recommande 75% du temps en entreprise et 25% dans les centres de formation. La Côte d'Ivoire doit transformer son économie par son industrialisation. Donc il est tout à fait logique qu'en amont, nous puissions former nos jeunes par la formation professionnelle, par l'apprentissage, pour que les unités industrielles qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire puissent avoir des techniciens, puissent avoir des ingénieurs et ainsi de suite. La phase d'expérimentation de la réforme de la formation professionnelle par apprentissage est en cours jusqu'en 2021 dans 4 établissements. Elle consiste au recrutement et à la formation des jeunes Ivoiriens par apprentissage rénové.
On ouvre le chapitre cohésion sociale. En décembre dernier, un conflit faisant 4 morts et 5 blessés avait éclaté entre 2 communautés d'une même localité à Kanakono, dans le département de Tengrela. Un projet de construction d'un collège était à l'origine de la crise. Chacune des 2 localités voulait abriter l'établissement. Après maintes médiations, un consensus a été trouvé. Le reportage de Kader Sogodogo. Objet de conflit, le projet de construction d'un lycée à Kanakono, dans le département de Tengrela, a fini par réconcilier les 2 communautés en discorde. Au fort de cette crise, le gouvernement avait dépêché en janvier dernier la ministre en charge de la cohésion sociale afin d'aplanir les différends. Finalement, un site consensuel a été trouvé. Aujourd'hui, je suis heureuse. Heureuse parce que la paix est revenue à Kanakono. Heureuse parce que la première pierre de l'école du collège sera posée. Et le site sur lequel nous sommes fait partie des 3 sites qui ont été désignés par le chef de terre. Maintenant que le cordon ombilical a été rétabli entre les 2 communautés, les travaux du futur collège moderne de Tengrela, entièrement financés par le conseil régional de la Bagoué, peuvent démarrer. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souhaite la remise des clés d'ici la rentrée prochaine. Beaucoup d'enfants qui méritaient d'aller au collège n'allaient pas au collège parce que les parents n'avaient pas de moyens de leur trouver soit un tuteur là où ils devaient aller ou alors leur donner les moyens pour se loger, pour louer une maison. Grâce à ce collège, tous les enfants de Kanakono qui seront admis à l'examen de CEP et de l'entrée en 6e pourront aisément continuer leur cursus scolaire. Après la pose de la première pierre, les 2 chefs de communauté, Ouattara Nabégué et Koulibaly Tambanga, respectivement chefs de terre et chefs du village de Kanakono, se sont engagés à préserver la paix et à veiller à ce que plus jamais Kanakono soit cité en mauvais élève de la cohésion sociale. Pour rappel, le conflit avait fait 4 morts et 5 blessés. Dans le même temps, la jeunesse du Cavali demande pardon au chef de l'État et à la nation pour leur acte d'incivisme à Guiglo. Sur place, la ministre Anne-Désirée Ouloto a invité les populations aussi à la cohésion sociale. La suite avec F. Bouy. Aoukongue, entendez pardon en langue oué, ou nous, jeunes de Bleulequin et du Cavali, demandons pardon au chef de l'État et à la nation entière, sont entre autres les messages qu'on pouvait lire ça et là sur cette place publique à Bleulequin. Nous sommes à la journée du pardon au chef de l'État et à la nation ivoirienne. Une initiative de l'Union de la jeunesse du Cavali suite aux nombreux actes d'incivisme des jeunes dans la région au cours de ces derniers mois, surtout à Guiglo lors du conflit foncier de Gwendébé et à Bleulequin le 17 février dernier. Soutenus par la chefferie traditionnelle et l'ensemble des élus et des cadres, les jeunes de Guiglo, de Bleulequin, de Taï et de Toulepleu demandent pardon. Nous, jeunes du département de Bleulequin, sommes rendus coupables d'actes d'incivisme. Des actes qui, bien évidemment, ternissent l'image des jeunes de la région. Nous organisons cette cérémonie pour essuyer l'affront que nous avons fait à notre propre nation. Pardon au président, pardon à toutes les autorités venues servir dans notre région et écorchées par notre faute. Pardon au préfet de région, au corps préfectoral et aux autorités. Pardon à tous. La ministre Anne-Désirée Ouloto, fille de la région et patronne de cette cérémonie, rassure les jeunes. Le président de la République dirige la Côte d'Ivoire en bon père de famille. Il vous a déjà pardonné. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a en outre sensibilisé les jeunes à se détourner des actes d'incivisme, les invite à respecter les symboles de l'État et à se battre pour leur avenir. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour dire aux jeunes que l'option de la violence est une mauvaise option. L'option de la vengeance est une mauvaise option. Nous sommes dans un état de droit. Il faut faire confiance à notre justice. Chaque fois qu'un citoyen aura mal agi,
c'est à la justice de prendre ses responsabilités et d'apporter une suite à ce genre d'agissement. Il n'appartient pas à la population de se rendre justice. Je voudrais également dire aux jeunes que ce que le gouvernement attend d'eux, c'est qu'ils se mettent au travail, c'est qu'ils saisissent les opportunités qui sont chaque jour mises à leur disposition pour assurer une relève intelligente demain. Et pour apporter des réelles solutions aux problèmes des jeunes dans cette région, des états généraux de la jeunesse sont annoncés pour très bientôt. Autre actualité, la brigade mondaine a mené des opérations dans le district d'Abidjan qui se sont soldées par la saisie de près de 15 000 CD piratés à caractère pornographique. Ces supports ont été incinérés dans la commune d'Abobo, nous dit Abou Sanogo. La police nationale intensifie sa lutte contre les activités qui portent atteinte à la moralité publique. Plusieurs opérations menées dans le district d'Abidjan par la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan ont permis aux hommes du commissaire Digbeblé de mettre la main sur près de 15 000 CD piratés à caractère pornographique et des affiches. L'exposition de cette catégorie de CD et affiches étant sanctionnée par la loi, la brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan a procédé donc à leur incinération en présence du substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Les opérations de saisie même de CD, on va poursuivre parce que les gens continuent de vendre, ils continuent d'imprimer, ils continuent d'exposer et nous, notre mission, c'est d'enlever, venir incinérer. Il est formellement interdit de vendre des CD piratés à caractère pornographique. Par conséquent, tous ceux qui le font s'exposent à une sanction selon la police, car ceci est une atteinte à la moralité publique. Et dans le domaine des médias, l'actualité tourne autour de la TNT. Il y a eu un séminaire régional sur le déploiement de la TNT dans les pays membres, nous dit aussi Grace Kando. 17 juin 2020, date butoir prévue par l'Union internationale des télécommunications pour basculer vers la télévision numérique terrestre TNT. Le projet concerne les pays membres de l'UEMOA et la Guinée. Pendant 2 jours, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de cet espace ont fait le point des avancées. Au thème de la rencontre, des recommandations. Nous avons souhaité une collaboration, une concertation permanente entre les différentes instances de régulation de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Nous avons également souhaité que les États membres de l'Union monétaire ouest africaine coordonnent leurs actions pour une mobilisation efficiente des fonds afin d'accompagner le déploiement du numérique dans les pays membres de l'Union monétaire ouest africaine. Nous avons également préconisé qu'il y ait une harmonisation de la législation sur la régulation de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Nous sommes, je peux dire, assez avancés de part et d'autre, suivant les pays. Il y en a qui ont déjà fait de grands pas. Il y en a qui sont en train de démarrer. De toute façon, on peut se féliciter à travers cette rencontre d'avoir un panorama de la situation à travers nos différents pays. Il faut qu'on se mette ensemble pour essayer d'avoir une évolution un peu harmonisée au niveau de l'espace. Le secrétaire permanent de cette plateforme salue la qualité des travaux sur le déploiement de la télévision numérique terrestre. Ce séminaire a été très enrichissant. Nous avons appris des uns et des autres, nous donnant ainsi les meilleurs outils de régulation dans l'environnement numérique. Cette rencontre est un nouveau point de départ pour notre plateforme, dont l'utilité nous paraît plus que jamais évidente. Les expertises et expériences recueillies au cours de ce séminaire régional seront consignées dans un guide pratique. Ce guide servira de base de données. À l'étranger, c'est une page historique qui se tourne cette semaine à Cuba, la fin du règne de la famille Castro, comme certains aiment à le dire. Pour la première fois depuis près de 60 ans, l'île ne sera plus dirigée par un Castro, la présidence étant officiellement cédée à Miguel Díaz-Canel. Mais avant sa prise de pouvoir, quel bilan dresser de son prédécesseur Raúl Castro, qui a passé 10 ans au pouvoir au Cuba? Suivez cet élément de Sidonie Davila.
Après une décennie de présidence, Raúl Castro, frère de Fidel, va laisser la tête de l'État cubain. Il sera remplacé par un vote à l'Assemblée par le vice-président cubain Miguel Díaz-Canel, 58 ans, ce jeudi. Mais Raúl Castro ne quittera pas pour autant la scène politique. Il conserve son poste de secrétaire général du Parti communiste cubain. Quel bilan les Cubains dressent-ils de ces années de gestion? Depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro en 2008 et la levée partielle de l'embargo par Barack Obama en 2009, le PIB, produit intérieur brut cubain, a été multiplié par 2. Outre, le changement le plus visible est l'ouverture progressive de l'économie avec comme principal moteur le tourisme. L'île accueille désormais 4 millions de touristes chaque année. À cela, il faut ajouter la réforme de l'armée pendant sa présidence. Raúl Castro s'est efforcé à réduire le poids de la fonction publique et de donner plus de place au secteur privé. Mais ces réformes ne sont pas du goût de tout le monde. Certains Cubains regrettent les impôts confiscatoires imposés par son pouvoir. Selon eux, ce système a empêché le secteur des micro-entrepreneurs de se développer économiquement, de peur que cela n'engendre une classe moyenne. Cuba reste parmi les plus pauvres de la région. Selon les statistiques officielles, l'économie a enregistré une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 2,4% au cours de la décennie écoulée, un rythme insuffisant de l'aveu même du gouvernement qui estimait en 2014 qu'une expansion de 7% était nécessaire pour développer le pays. Ici, en Côte d'Ivoire, dans l'actualité culturelle, la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois, qui a été marquée par le concours de beauté Aoulaba. Ampo Josepha, 31 ans et mère de 6 enfants, est sortie lauréate de l'édition de cette année. Nous allons maintenant parler du vernissage du train d'Abidjan à Ouagadougou. C'est toute une histoire racontée à travers une exposition, nous dit aussi Franck Wadio. En gare, commerçantes et passagers, dans un décor bruyant, celui des gares ferroviaires des années 70-80, reconstitué dans les locaux de l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africain IACHA. Et pour en ajouter au réalisme, le parcours en train Abidjan-Ouagadougou retracé avec les différentes escales, l'exercice plaît à ses étudiants. Certains n'ont jamais emprunté le train. Vous avez déjà emprunté le train? Pas du tout. Mais au-delà du moyen de transport, le train, c'est toute une histoire en Afrique subsaharienne. Initialement prévu relier la Côte d'Ivoire au Niger, le projet lancé en 1998 passera par Ouagadougou en 1939 avant de s'achever en 1954 par la pose définitive des rails. Faire revivre donc et témoigner le sens de cette exposition de 7 jours initiée par l'association Images et Mémoire. Cette exposition a déjà eu lieu en 2015 à Bobo-Dioulasso. Et vu que la Côte d'Ivoire a été active dans l'histoire du chemin de fer, il était important pour l'association Images et Mémoire qui a monté cette exposition de la ramener sur Abidjan afin que les populations abidjanaises soient sensibilisées. Des visiteurs intéressés, le train a symbolisé l'espoir et le développement pour toute une région, mais aussi la souffrance et la révolte à certains moments. Illustration 1910 avec la révolte des Abés et des Gbans, mais aussi le train transportant les tirailleurs sénégalais. Il y a beaucoup de choses qui sont positives dans l'histoire. Il faut s'en inspirer, mais il faut le connaître. Parce que là, vous avez vu une centaine de planches que nous avons avec tout ce qu'il y a comme histoire. Le train Abidjan-Ouaga est une infrastructure importante de mise en valeur de notre territoire à l'époque. C'est une très bonne chose et il faudrait aussi qu'on se projette dans l'avenir, faire un nouveau chemin de fer adapté au XXIe siècle, c'est-à-dire des voies qui ne soient plus des voies métriques et puis l'électrification du chemin de fer. Une exposition ouverte au public, ces étudiants disent en ressortir instruits. Ça a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. D'abord, à l'initiative, le train était fait pour les colons. C'était pour acheminer les marchandises selon le désir des colons. Mais plus tard, avec l'indépendance, on avait les trains comme les moyens de transport et ça a permis d'acheminer des produits de l'intérieur du pays jusqu'à Abidjan. L'exposition Le train d'Abidjan à Ouagadougou de 1898 à 1958 prend fin le 24 avril 2018. Elle a lieu dans les locaux de l'UHA à Trècheville.
Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe, à la réalisation Awa Sawadogo, Fofana Mamadou et Timité Magbe, au prompteur perpétuellement. On se retrouve à 20h. Merci de votre fidélité.